La clé numéro un lorsqu'on veut faire une entreprise scalable, c'est de comprendre que ça a très peu de chances d'arriver, mais que si ça arrive, la magnitude de succès sera beaucoup plus élevée que ce qu'on imagine. Et que donc, ça ne sert à rien d'avoir un plan B. Le seul plan B ambitieux dans une entreprise scalable, c'est la mort. Et si vous n'êtes pas prêt à faire face au fait que vous pouvez vous planter et que vous allez sans doute mourir, dans ce cas-là, vous faites preuve d'un manque d'ambition beaucoup plus grave que celui qui tient au fait de ne pas aller dans la presse et dire que vous voulez faire le prochain Google. Finalement, en 2019, l'ambition, elle est moins dans les déclarations, elle est beaucoup plus dans les actions. Bienvenue dans ce premier épisode de Coup d'État Anyone Can Scale. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est celui de l'ambition. Qu'est-ce que ça veut dire être ambitieux et qu'est-ce que ça veut dire être ambitieux dans le cadre d'une société qui essaye d'atteindre une scalabilité importante? Grosso modo, il y a une narrative qu'on se raconte tous, c'est que les startups, pour réussir, elles ont besoin d'être ambitieuses. Et pourquoi on se raconte ça? Parce que tout simplement, on le vit, on l'expérimente, on le voit tous les jours. On voit les startups être dans une situation où elles réalisent énormément avec très peu de moyens et elles ont l'impression d'avoir des ambitions démesurées par rapport à la réalité. D'ailleurs, c'est une figure un peu caricaturale de ce qu'est une startup. Si vous avez regardé la série HBO Startup, il y a cet épisode incroyable de la compétition startup où toutes les startups viennent une par une sur scène dire « I want to change the world, another way to change the world, this will make the world a different place, this is going to make the world a better place », etc., etc. Et ça en devient un sketch comique où on se moque de cette ambition, puisque tout phénomène qui est répété à l'excès finit par devenir drôle. Alors, essayons de plonger dans les raisons historiques de l'ambition. Il y avait un temps où les entrepreneurs avaient très très peu accès aux moyens qu'on a aujourd'hui. L'entrepreneuriat s'est énormément transformé dans les 30 dernières années. Quelqu'un qui était entrepreneur dans les années 70, pour avoir accès au capital, c'était la croix et la bannière. Et il devait trouver des moyens de développer son entreprise sans avoir aucun soutien qu'aujourd'hui le monde du VC, Coup d'État, The Family, les accélérateurs, les incubateurs, etc. offrent. La barrière à l'entrée était beaucoup plus haute. Il était très courant de devenir entrepreneur à l'âge de 45 ans, de mettre sa maison en caution, de vendre un organe ou deux d'un enfant et d'essayer d'espérer que tout ça serait remboursé et qu'on finirait pas en faillite. Et alors, le risque était tel qu'on parlait d'un vrai risque financier à l'entrepreneuriat. C'est pour ça que les entrepreneurs ont toujours l'impression de prendre des risques, même si la structure économique de ce risque a énormément changé et s'est réduit. Mais ce risque-là, il était réel et il avait besoin d'être appuyé par une ambition démesurée. Et cette ambition passait d'abord par quelque chose de très simple, qui était la communication. Être ambitieux, à l'origine, ça veut dire être arrogant. La première version cryptique de l'ambition, c'est de dire et de croire qu'on vaut plus que ce qu'on est. Alors, ça commence par l'ambition personnelle. L'ambition personnelle d'un entrepreneur, c'est de croire qu'il vaut plus que son propre CV. Un entrepreneur qui regarde son curriculum ne peut pas y voir son curriculum. Sinon, la plupart verraient un stagiaire. Non, un entrepreneur qui voit son curriculum doit voir un CEO, doit voir quelqu'un qui a le droit d'être à la hauteur de l'ambition et du rêve qu'il a. Ensuite, il y a l'ambition du projet. L'ambition du projet, c'est de croire que, évidemment, son projet va être un succès énorme. Et pourquoi? Parce que c'est la seule façon d'attirer des gens, de faire travailler les gens et de mettre les gens dans un bateau vers cette destination. Évidemment, à cet instant-là, ce n'est que de la croyance. Et comme toute croyance, elle repose sur la foi
Et la foi, ça repose sur quoi? Ça repose sur l'intensité de conviction. Pourquoi les entrepreneurs qui ont des côtés messianiques arrivent à attirer énormément de ressources autour d'eux? C'est tout simplement parce que les gens ont besoin de cette intensité pour croire que l'impossible est possible. Et croire que l'impossible est possible, c'est le travail d'un entrepreneur à ce stade-là. Alors évidemment, quel est le problème? Le problème, c'est que la plupart des entreprises n'arrivent pas à vivre à la hauteur de leur ambition. Elles n'arrivent pas à délivrer autour de cette ambition. Et le problème que ça pose, c'est que les gens se démotivent. Et quand les gens se démotivent, ça peut dérailler extrêmement rapidement. Prenez le cas extrêmement récent de WeWork. WeWork est l'entreprise de coworking la plus ambitieuse du monde. WeWork est l'entreprise de coworking qui fait rêver tout le monde. WeWork devient l'entreprise ridicule que tout le monde moque. Il se passe une semaine entre les deux. Une semaine avant, vous recevez le prix de l'entrepreneur du siècle. Une semaine après, les gens se demandent pourquoi vous n'êtes pas capable de sortir un centime sur du bureau. Et pourtant, vous êtes la même entreprise, vous êtes la même équipe, vous êtes les mêmes gens. D'ailleurs, regardez dans WeWork à quel point les employés au sein de WeWork se sont retournés vite contre le management de WeWork. Ils sont au même endroit, ils touchent le même salaire, ils font la même activité. Une semaine avant, ils disent à leurs amis que WeWork va devenir la plus grosse entreprise du monde et que la valorisation de WeWork sera de 1000 milliards. Et la semaine d'après, ils demandent s'il n'y a pas un type qui a un job pour eux, parce qu'ils ne savent pas s'ils vont rester ou pas. Comment ce genre de choses peuvent switcher aussi vite? Eh bien, ça switch aussi vite, tout simplement parce que ce qui a été perdu en chemin, c'est rien de concret et de rationnel, mais c'est tout simplement quelque chose qui repose sur la foi. Et la foi, quand on la perd, on devient l'extrême. C'est un peu penser à un Amish qui découvre le monde et qui d'un seul coup se dit que finalement la vie Amish, c'est pas ce qu'il a envie. Et ça, ce genre de descente hyper rapide de croyances, elles sont très 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 dures à rattraper. C'est pour ça que le monde a changé. Il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs qui est apparue. Dans les années 2000, les entrepreneurs avaient une ambition qui était beaucoup plus structurée et organique. Si vous prenez par exemple un Mark Zuckerberg, il a toujours été très très ambitieux. Mais son ambition s'est exprimée par étapes. Il a voulu être le meilleur réseau social d'Harvard, puis le meilleur réseau social des universités, puis le meilleur réseau social des écoles, puis le meilleur réseau social des lycées, puis le meilleur réseau social d'Amérique, puis le meilleur réseau social du monde. Vous voyez cette montée en puissance de l'ambition, pas par pas, elle a permis à Mark Zuckerberg de délivrer du résultat et donc de maintenir la croyance. Pourquoi? Parce que, en fait, la différence entre un Steve Jobs dans les années 80, qui est devenu un vrai modèle pour les entrepreneurs, et un entrepreneur en 2019, c'est que le niveau d'information des employés et des clients n'est plus le même. Dans les années 70 et dans les années 80, Steve Jobs, il allait à la télé, il faisait des clips comme 1984, et tout son but, c'était d'avoir l'air le plus grand possible, le plus impressionnant possible, et le plus fabuleux possible. Mais finalement, cette histoire, aujourd'hui, elle sonne un peu fausse, parce qu'on l'a eu tellement de fois, et tellement de fois ratée, qu'on réclame et qu'on exige de la part des entrepreneurs de l'authenticité. Si quelqu'un aujourd'hui traverse la porte et vient me dire, d'ailleurs j'en ai tous les jours, qui veut créer le prochain Facebook ou qui veut créer le prochain Google, ça sonne ridicule. Pourtant, à coup d'État, on essaie d'encourager les gens à être ambitieux. Mais ça sonne ridicule, non pas parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas. Moi, je veux bien croire que tout le monde peut faire le prochain Google. Mais ça sonne ridicule parce qu'à l'instant où il le dit, le niveau d'information que j'ai sur qu'est-ce que ça coûte de faire le prochain Google et ce qui semble offrir, à savoir pas grand-chose, juste une idée, eh ben, cet grand écart est tel que ça ne donne pas envie d'y croire. Et pourquoi? Parce que l'exécution est devenue la clé de l'ambition.
on ne respecte plus les gens qui ont des idées, on admire les gens qui font. Et il n'a jamais été aussi simple de faire avec pas grand-chose. Si dans les 15 dernières années, le coût de fabrication s'est écroulé et n'a fait que baisser, il n'y a pas de raison qu'on juge les gens à leurs idées plutôt qu'à leur réalisation. Comme aujourd'hui, n'importe qui peut avoir accès au cloud, au software, que tout ce qui à peu près était avant de l'investissement en capital est devenu aujourd'hui juste un coût opérationnel, c'est normal de ne plus juger les gens sur leur storytelling, mais de juger leur storytelling à l'aune de leur exécution. C'est pour ça que moi, je pense qu'il est beaucoup plus enthousiasmant de voir quelqu'un qui a construit quelque chose pour 100 personnes très enthousiastes que pour 10 000 personnes un peu mais. Vous voyez? Où on se dit, ok, cette personne, elle n'a peut-être pas des grands nombres, mais elle a démontré une ambition hors du commun. Alors, l'exemple le plus fabuleux de notre génération, de très loin, le Steve Jobs de notre époque, s'appelle Jeff Bezos. Et Jeff Bezos, il a montré à tout le monde ce qu'était l'ambition graduelle. Comment ça marche Amazon? Amazon, c'est une entreprise qui a démarré hyper modestement, dans un garage, comme toutes les bonnes boîtes américaines, pour vendre des livres par la poste, des livres par la poste, et réussir à transformer une librairie en ligne qui vend des livres par la poste en un géant du e-commerce, du cloud, de la défense et de la sécurité en moins de 20 ans, 25 ans, cette ambition, elle s'est faite graduellement. Amazon est sorti du livre lorsqu'il faisait 1 milliard de chiffre d'affaires dans le livre. Amazon a décidé de lancer un second produit lorsqu'ils étaient en monopole dans le premier produit. Et c'est là où en fait la fonction et la réflexion d'intensité et de focus est devenue super importante. On ne peut plus se diversifier trop tôt, on doit rentrer extrêmement profondément dans une niche et construire quelque chose qui nous permet de conquérir d'autres niches. Et ça demande de la patience, ça demande du commitment à long terme, ça demande de réfléchir à 20 ou 25 ans et non pas de réfléchir à un an. Vous n'imaginez pas le nombre d'entrepreneurs que je vois qui ont gagné un petit succès ou une petite victoire et qui vous disent « ça y est, la guerre est finie, je vais lancer une nouvelle bataille ». Et ça, effectivement, ça ne fonctionne pas. Alors, l'ambition en 2019, ça ressemble de moins en moins à quelque chose de spectaculaire et ça ressemble de plus en plus à l'histoire de Jeff Bezos du début. Alors, j'aimerais vous prendre quelques petits exemples qu'on a vécus ici dans Coup d'État, dans The Family, et qui ont été des vraies inspirations sur qu'est-ce que ça voulait dire d'être ambitieux. Alors, la première histoire que j'aimerais prendre, c'est Payfit. Payfit, c'est sans doute un des entrepreneurs les plus ambitieux de The Family. Et pourtant, c'est sans doute un des entrepreneurs les plus méthodiques et les plus patients. D'ailleurs, c'est un entrepreneur qui ne brille pas par un storytelling fabuleux, mais qui brille par le fait qu'il délivre des résultats hors du commun dans un domaine ennuyant. Aujourd'hui, Payfit, c'est une entreprise qui fait rêver beaucoup de monde. C'est une grosse valo, c'est dans le Next 40, la presse adore, tout le monde en parle, etc. Mais il n'y a pas si longtemps, Payfit, c'était une entreprise dans laquelle pas un seul VC voulait mettre d'argent. Pas un seul. Et pourtant, à ce moment-là, Payfit, c'était déjà une boîte qui nous impressionnait. Pourquoi ? Parce qu'à chaque micro-décision de leur vie, ils ont fait preuve d'une ambition hors du commun. Je vais raconter une petite anecdote. Un truc hyper important quand vous créez une entreprise, c'est de choisir un bon nom. Et quand vous créez une entreprise consumer, c'est d'avoir un .com. Les .com, ça coûte cher. Payfit.com, ça a coûté 75 000 €. Quand est-ce que Payfit a acheté Payfit.com ? Quand ils n'avaient pas d'argent et qu'ils n'étaient pas lancés. Comment ils ont fait ? Ils ont contacté le propriétaire, ils ont dit qu'ils allaient faire une super boîte qui allait lever de l'argent,
et qu'au moment de lever de l'argent, ils étaient prêts à payer le prix que le type voulait. Donc le type a dit qu'il voulait 30 000 € pour le nom de domaine. Ils se sont mis d'accord pour payer le double. Ou 60 000 ou 75 000, peu importe. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'à ce moment-là, Firmin, quel raisonnement il a fait? Il a fait le raisonnement de se dire, soit de toute façon, dans 9 mois, je peux payer ce prix-là, et ce prix-là vaut largement l'investissement par rapport à ce que Payfit va devenir. Parce que posséder un nom comme Payfit en .com, si on veut faire une grosse boîte, 75 000 €, c'est rien. Ou soit, j'aurai pas l'argent, et je rends le nom de domaine, et c'est pas très grave, on a juste tous un peu perdu notre temps. Et évidemment, pour le vendeur, c'était intéressant, parce que c'était une super offre financière. Et évidemment, pour Payfit, c'était intéressant, parce que c'était un nom qui changeait la donne. Vous voyez, le fait de croire dans son futur, c'est la première forme d'ambition. Cette histoire, je l'ai revécue avec des dizaines d'entrepreneurs, et j'ai vu des dizaines d'entrepreneurs la jouer petit bras. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne vont pas réussir à lever des fonds, ils ont l'impression que c'est cher, ils ont l'impression que leur entreprise peut-être ne va pas marcher. Or, la clé numéro 1 lorsqu'on veut faire une entreprise scalable, c'est de comprendre que ça a très peu de chances d'arriver, mais que si ça arrive, la magnitude de succès sera beaucoup plus élevée que ce qu'on imagine. Et que donc, ça ne sert à rien d'avoir un plan B. Le seul plan B ambitieux dans une entreprise scalable, c'est la mort. Et si vous n'êtes pas prêt à faire face au fait que vous pouvez vous planter et que vous allez sans doute mourir, et que sans doute votre entreprise va finir dans le mur, dans ce cas-là, vous faites preuve d'un manque d'ambition beaucoup plus grave que celui qui tient au fait de ne pas aller dans la presse et dire que vous voulez faire le prochain Google. Finalement, en 2019, l'ambition, elle est moins dans les déclarations, elle est beaucoup plus dans les actions. C'est facile d'aller dans la presse et de dire qu'on veut être le prochain Google. C'est un peu plus dur de se comporter comme si on va devenir le prochain Google. Et ce genre de situation, ce genre de micro-décision, où vous avez le choix entre la bonne décision à long terme ou le choix de facilité à court terme, vous en avez des centaines tous les jours quand vous êtes entrepreneur. Et faire preuve d'ambition, c'est toujours privilégier le long terme sur le court terme. Donner un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est Side dans notre portefeuille. Side, c'est une entreprise qui fait du travail temporaire et qui aide les entreprises à embaucher des intérimaires. Side a été construit en 3 temps. Temps numéro 1, c'était une plateforme qui faisait du travail de freelance avec un statut d'auto-entrepreneur qui était un petit peu compliqué juridiquement pour le dire simplement. C'est un statut pas très simple en France. Vous ne savez pas vraiment si c'était légal, illégal, etc. Ensuite, Side a transitionné vers une plateforme qui était moitié intérim, moitié travail indépendant. Et aujourd'hui, c'est une plateforme régulée d'intérim, parfaitement dans la législation, qui respecte exactement les règles de l'intérim. Pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce qu'il y a eu 3 moments hyper intenses dans la vie de Side. Le moment numéro 1, c'est que Side a investi sa première levée de fonds dans du produit. Là où tout le monde sur le marché a décidé d'investir dans la croissance. Pourquoi? Parce que Side a très vite compris qu'à long terme, c'est le produit qui ferait la différence. Pourquoi? Parce que c'est un métier manuel de placer des gens. C'est un métier qui consomme énormément de ressources et dont le coût est croissant. Si vous avez besoin de 10 personnes pour placer des gens, chaque personne coûte un prix X. 100 personnes, ça ne coûte pas 100X. Ça coûte 100X plus le coût de management de gérer 100 personnes. À chaque fois que vous rajoutez des gens, vous avez un coût croissant de management. Et ce coût croissant de management impacte votre marge. Alors vous allez dire à quoi anticiper, autant créer la marge et optimiser après. Oui, mais le problème, c'est que le produit, c'est très dur à construire a posteriori. Un produit, soit ça se construit bien au début et
on itère dessus, brique par brique, et Side, c'est un niveau d'itération incroyable. Quand par exemple Jean écrit un article sur Side expliquant que Side est l'une des entreprises les plus impressionnantes parce que tout est parfait, c'est pas parce qu'ils pensent les choses parfaitement. C'est parce qu'ils itèrent tellement vite et tellement souvent sur leurs produits qu'ils finissent par atteindre un niveau de perfection que personne n'a sur le marché. Et le choix incroyablement ambitieux de Side, c'est de faire ce choix et cet investissement produit alors qu'aujourd'hui, le besoin client ne le nécessite pas. Aujourd'hui, Side pourrait être géré par 15 stagiaires qui prennent le téléphone et qui appellent. Et évidemment que si c'était un sujet de validation du product market fit, c'est ce qu'il faudrait faire. Le premier conseil que je donnerais à quelqu'un qui a un doute sur le product market fit, c'est de surtout pas développer un produit, mais de tester si le product market fit existe. Mais s'il n'y a aucun doute sur le product market fit et que le product market fit est évident, dans le cas de Side, il est évident. Il y a énormément de sociétés d'intérim qui gagnent plus d'1 milliard. Il n'y a personne qui a de doute sur le fait que l'intérim gagne énormément d'argent. Il n'y a pas le product market fit de l'intérim, il suffit de sortir dans la rue pour le constater. La moindre petite agence d'intérim de quartier gagne de l'argent. Donc dans ce cas-là, le but, c'est de gagner stratégiquement. Et gagner stratégiquement, ça passe par développer un meilleur produit que les autres. Développer ce meilleur produit, ça demande énormément de courage parce que ça coûte très cher en croissance et ça fait une croissance qui est beaucoup plus faible. D'ailleurs, deuxième acte d'ambition incroyable, c'est que le passage à l'intérim leur a coûté énormément de clients, puisqu'il y a des clients à qui ça n'allait plus ce modèle. Et il a fallu se couper un bras pour faire pousser un nouveau corps. Et le fait d'être capable de se couper un bras au bon moment pour pouvoir aller chercher plus grand, ça, c'est extrêmement ambitieux. L'ambition se reflète dans les actions lorsque vous êtes prêt à court terme à perdre pour gagner à long terme sans aucune garantie que ça va marcher. Et c'est là le point intéressant, c'est que la plupart des gens qui font face à ce genre de décision espèrent pouvoir prendre ce genre de décision parce qu'ils ont la garantie que derrière, ils obtiendront quelque chose. Mais les startups ne fournissent aucune garantie. Il n'y a aucune garantie dans le fait que si vous prenez une décision, elle est la bonne. Et c'est là où finalement l'ambition se reflète dans quelque chose de très concret. L'ambition se reflète dans la capacité à prendre des décisions rapidement en information incomplète. Je mesure l'ambition par quelque chose de très concret dans le portefeuille de The Family, qui n'est pas la qualité des décisions que les entrepreneurs prennent, mais la rapidité à laquelle ils les prennent. Et la rapidité à laquelle ils prennent des décisions reflète en général leur courage. Et leur courage est en général la source et la force de leur ambition. Être ambitieux en 2019, c'est être capable de prendre des décisions rapidement, des décisions fortes et de posséder ces décisions. Posséder ces décisions, ça veut dire être responsable de leur éventuel échec et faire face à leur éventuel échec comme une information pour pouvoir prendre de meilleures décisions plus tard. Il y a un grand discours en ce moment sur le fait qu'il faut échouer souvent pour réussir un jour. Et vous savez, c'est le fameux fail fast, fail often, and one day you will succeed. Le problème de ça, c'est que c'est devenu une esthétique de la lose. C'est devenu un moyen pour que des gens qui font rien de leur vie vous expliquent que c'est tout à fait justifié de rien faire. C'est toujours le problème de tous les gens qui ont des bonnes intentions. Ils viennent avec des leçons pour assurer des gens convenables, en leur disant ne t'inquiète pas, ça arrive de rater. Puis après, tous les autres viennent et font ouais, c'est génial, ratons tous ensemble. L'ambition porte en elle le fait que vous ne devez pas vivre ces échecs bien. Si vous vivez l'échec de la bonne façon et correctement, l'échec ne devient jamais un instrument au service de votre apprentissage. Si vous ne ressentez pas dans votre chair l'échec, c'est qu'en fait, vous n'avez pas testé assez fort. Mais ressentir dans sa chair l'échec, ce n'est pas être complètement terrassé par l'échec, ce n'est pas arrêter de faire quoi que ce soit. Non, c'est simplement prendre cet échec comme une information, d'être à côté de la plaque, de ne pas y mettre d'ego et de comprendre qu'il ne s'agit pas de votre vision, mais de ce que le marché attend. Et finalement, ça, c'est une autre forme d'ambition qui est hyper importante.
c'est le fait de ne pas être porté par sa vision du monde. Alors on a un exemple dans notre portefeuille que j'adore qui est SoShape. SoShape, c'est un produit qui a démarré comme une boîte un peu compliquée avec une vision d'un pharmacien un peu fou, Steven, complètement taré même. Steven, je t'aime, je sais que tu regarderas cette vidéo. Steven, au début, il est venu avec une app mobile pour faire des régimes qui avaient des compléments alimentaires, je sais pas quoi. Enfin, c'était l'usine à gaz qui rencontre Alcatraz, son truc. C'était d'une complexité invraisemblable. Et quand je les ai eus à The Family au tout début, j'ai dit à Steven, mais pourquoi tu veux faire tout ça? Et il a dit, parce que je veux faire le meilleur truc. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu es sûr que le meilleur truc, c'est ce que toi tu veux faire, ou est-ce que c'est ce que tes clients veulent? Et il a commencé à parler aux gens, et il s'est rendu compte qu'il avait passé 1 an et demi de sa vie à concevoir un truc dont personne ne veut. Combien de temps ça a pris à Steven de tout effacer et de recommencer à zéro? 5 jours. 5 jours d'interview client, 1 an et demi de travail par la fenêtre, aucun sentiment, aucun sentimentalisme, reprise à zéro de SoShape, gros carton. Aujourd'hui, SoShape est un produit qui se vend, c'est une boîte qui n'a jamais levé de fonds, haute forme d'ambition, vouloir garder sa liberté et pas s'emmerder avec des investisseurs. Et SoShape a été reconstruit en moins de 15 jours. Pourquoi? Parce que Steven a compris qu'être ambitieux, c'était pas imposer sa vue aux autres, mais c'était de comprendre ce que les gens veulent sans même s'en rendre compte. Ce qui fait les grands entrepreneurs, c'est une forme d'empathie avec les gens. C'est d'être capable de savoir qu'est-ce que le client veut sans même que le client arrive à l'exprimer consciemment. Ça, c'est là où il y a une valeur incroyable. Si vous savez offrir aux gens ce qu'ils veulent sans qu'eux-mêmes arrivent à le savoir qu'ils en ont envie, vous avez un talent hors du commun. Prenons un exemple hors du commun là-dessus, le AirPod. AirPod, c'est 100% de sceptiques, 0% de déçus. C'est incroyable. Vous savez que si AirPod était une entreprise autonome et qu'elle tradait à 10 fois ses profits, comme n'importe quelle boîte industrielle d'accessoires hardware, c'est une boîte qui vaudrait 160 milliards. Juste les AirPods, ça fait 16 milliards de profits par an. 10x, ça fait 160 milliards. Ce petit truc-là, qu'on met dans les oreilles, ça fait 160 licornes. Et quelle est la leçon qu'Apple nous donne là-dessus? Apple nous donne 3 leçons. 1, est-ce que vous vous souvenez du lancement des AirPods et de la couverture presse des AirPods? C'est une des couvertures presse. Regardez ça, essayez de le regarder 3 ans plus tard, et vous verrez le niveau de moquerie, de haine et de scepticisme qu'Apple a pris dans la tronche. Ce qui est incroyable, c'est qu'on ne parle pas de Jojo le Clodo, on parle d'Apple qui lance un produit, et le monde entier et tout l'establishment se retournent contre eux. Sauf que eux, ils savent que c'est un bon produit. Ils le poussent. 100% de sceptiques, 0% de déçus. Moi, j'ai vu les AirPods dans mon équipe. Bon, alors, il y a Hugo qui les a achetés en premier parce que voilà. Ensuite, il y a eu Balthazar. Ensuite, Balthazar a inventé cette expression 100% de sceptiques, 0% de déçus. Là, je suis obligé de les acheter. Je ne peux pas rester dans l'ignorance. Et puis après, tout le monde a commencé à les acheter. Ça, c'est un cas typique d'ambition par le produit. C'est un cas typique de « j'ai pas peur du ridicule ». Si vous faites une étude marché sur les AirPods, je suis sûr que si Apple avait été dans la rue, montrer aux gens le truc, se le foutre dans l'oreille, et en disant « alors, t'en penses quoi ?» Les gens ont dit « ouais, je sais pas, c'est peut-être bien, c'est peut-être pas bien ». Mais pourtant, la courbe d'adoption de l'AirPod, elle, a été extrêmement stable. Et si vous regardez les ventes, c'est une exponentielle parfaite. Et pourquoi? Parce qu'elle ne repose que sur la recommandation et le bouche à oreille. Et pourquoi la recommandation et le bouche à oreille fonctionnent? C'est parce que Apple a eu l'ambition de croire en son produit. Ce n'est pas parce que vous êtes une entreprise géante que l'ambition est facile. D'ailleurs, plus vous grossissez en tant que start-up, et plus le prix de l'ambition devient difficile.
Parce que plus vous grossissez en tant que start-up, et plus les gens ont un avis sur vous. Quand The Family lançait des trucs en 2013, tout le monde s'en foutait. Quand The Family lance un truc en 2019, tout le monde a une opinion dessus. Est-ce que c'est bien, pas bien? Est-ce que ça va marcher, pas marcher? Est-ce que machin? Et être ambitieux, c'est être capable de s'isoler de ça. L'ambition, c'est un process interne. C'est un process dans vos tripes et c'est une croyance qui repose sur le fait que vous avez un secret que les autres n'ont pas et que vous êtes prêt à vous tromper et à changer rapidement si effectivement vous vous êtes trompé. Alors, il y a une autre forme d'ambition qui est importante, c'est quand vous essayez de changer quelque chose qui ne fonctionne pas dans le monde. Ça, c'est un type d'entrepreneuriat un peu particulier. Nous, on a une entreprise chez nous qui incarne ça et qui s'appelle Agricool. Agricool produit des fraises dans des conteneurs en utilisant 90% d'eau de moins que l'agriculture traditionnelle, produit 6000 m² de fraises dans 26 m² de conteneurs, et c'est sans doute les meilleures fraises que vous avez mangées de votre vie. Si vous n'avez pas encore goûté les fraises Agricool, je vous invite à aller à Monoprix ou au Bon Marché, acheter des fraises Agricool, vous n'allez pas le regretter. Tous les gens qui mangent des fraises Agricool se demandent comment c'est possible que des fraises soient aussi bonnes. Où est l'ambition dans Agricool? L'ambition dans Agricool est d'avoir cru que quelque chose d'impossible serait possible à faire. Et pour ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire une tension entre un projet qui est pharaonique, changer la façon dont on produit les fruits et légumes dans le monde, et une exécution hyper méthodique, étape par étape. Agricool, c'est d'abord un conteneur fabriqué par deux types avec 30 000 € de leurs propres économies dans leur jardin en Picardie. C'est comme ça que démarrent les grands trucs. Agricool, si ça avait été deux types qui étaient venus me voir en m'expliquant qu'il fallait lever 50 millions pour faire des conteneurs et qu'ils avaient fait un super business plan pour dire que quand ils auraient des conteneurs, les gens achèteraient des fraises, ça, c'est pas de l'ambition, c'est du ridiculisme. L'ambition, c'est de venir et dire « Regarde, on a fabriqué un conteneur avec nos moyens. Bon, il n'est pas terrible, il ne fonctionne pas super bien, mais les fraises, elles sont super bonnes. Et je pense qu'on a des moyens de l'améliorer avec quelques millions. » 50 millions plus tard, Agricool rentre enfin en phase d'industrialisation. Ils pensaient que ça prendrait 1 an, ça a pris 5 ans. Parce que l'ambition, c'est aussi l'ignorance des étapes. D'ailleurs, une très 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 bonne façon d'être ambitieux, c'est de ne pas savoir ce qui vous attend. C'est pour ça que entretenir votre propre ignorance par rapport à ce qui vous attend est pas trop mal. C'est un peu comme si vous vous dites, aujourd'hui je vais faire une randonnée, je vais jusqu'à ce point, puis vous allez au point, vous vous rendez compte qu'il y en a un autre, puis vous allez à l'autre, puis à la fin vous dites, oh là là, j'ai marché tout ça. Vous ne l'auriez jamais fait si vous l'aviez commencé en sachant ce qui vous attendait. Vous seriez dit, oh, je ne vais pas marcher 7 heures quand même. Mais rétrospectivement, vous avez réussi à marcher 7 heures. Donc, Payfit, Amazon, Side, Agricool, toutes ces entreprises démontrent quoi? Elles démontrent que l'ambition, ça se passe d'abord dans les décisions quotidiennes, dans cette capacité à prendre des choix rapidement. Elles démontrent que l'ambition, c'est d'avoir une clarté de vision et une croyance suffisamment profonde sur là où on veut aller pour ne pas douter à chaque changement de vent. Le pivot est l'ennemi de l'ambition. D'ailleurs, il faudrait arrêter de parler de pivot et parler de page blanche. Si les gens comprenaient qu'un pivot, c'est forcément un reset complet de leur boîte, ils réfléchiraient à 2 fois avant de parler de pivot. Il n'y a pas de pivot. Ce qu'il y a, c'est des erreurs de projet et que ça peut valoir le coup de recommencer à 0 sur une page blanche. Ça, oui. Mais vous voyez, c'est encore une façon ambitieuse de voir ce problème. Troisième chose, c'est que l'action est préférable à la déclaration. Steve Jobs, en 2019, ça ne marche plus. Ce qui marche en 2019, c'est de démontrer par l'action et par le résultat que ce que vous êtes en train de faire est plus impressionnant que la moyenne. Il vaut mieux avoir des résultats exceptionnels à petite échelle que des résultats moyens à grande échelle. Le monde n'a plus de patience pour les résultats moyens. Les gens aujourd'hui sont suffisamment informés pour exiger
de l'exceptionnel. Et si vous arrivez à introduire cette culture, vous verrez que l'ambition s'entretiendra et deviendra organique. Un bon process d'ambition, c'est un process qui se nourrit lui-même, puisqu'au quotidien, vous marquez des victoires, et à chaque fois que vous marquez une victoire, vous allez réussir à obtenir un peu plus, et petit à petit, ça va finir par devenir réellement impressionnant. Agricool, c'est un conteneur en Picardie, un conteneur en Seine-Saint-Denis, un conteneur à Bercy, une ferme productive et demain le monde. Vous voyez cette courbe qui donne des milestones sur lesquels les gens peuvent se référer, définir quel est le succès et pouvoir le communiquer autour d'eux, c'est devenu hyper important. C'est clair? Merci beaucoup. J'espère que cette première conférence gratuite vous a plu et j'espère que vous avez compris pourquoi l'ambition, c'est l'ingrédient secret du scale. Comme vous avez pu le voir dans ma conférence, l'ambition, ce n'est pas un vague mot qui reflète un concept flou. Non, c'est quelque chose de concret. L'ambition, c'est mettre en place des moyens concrets pour atteindre ses objectifs. C'est être dans l'action et pas dans la déclaration. L'ambition, c'est aussi faire preuve de réalisme, de savoir qu'est-ce qu'il est possible de faire et qu'est-ce qu'il n'est pas possible de faire. Et des fois, ce qui est impossible est pour vous possible. Et c'est ce qui fait votre valeur en tant qu'entrepreneur. Alors évidemment, c'est bien beau de décréter que l'ambition, c'est ça. Maintenant, il faut le faire. Et Anyone Can Scale, c'est là pour vous aider à rentrer dans le concret. On va vous aider à avoir des sales scalables et ambitieuses. On va vous aider à avoir une growth machine scalable et ambitieuse. On va vous aider à organiser votre entreprise de la façon la plus ambitieuse qui soit. On va réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on a envie de scaler, de changer au fur et à mesure la façon de travailler, la façon de s'organiser, la façon de produire. Parce que le but, c'est qu'à la fin d'Anyone Can Scale, vous ayez tous les outils, toutes les méthodes et surtout l'envie et l'état d'esprit d'être ambitieux et de pouvoir refléter cette ambition dans vos résultats et vos succès. J'espère qu'Anyone Can Scale va vous plaire et que je vous aurai convaincu.